Bonjour. Donc, on va essayer d'entamer la deuxième partie de la fertilisation. Mais avant de commencer, faisons un petit rappel de ce que nous avons vu dans la première partie. Alors, dans cette première partie, on a vu le principe de la fertilisation, la définition, les éléments fertilisants qu'on a vus ensemble. On a dit qu'il y a des éléments majeurs, les oligo-éléments, ou bien les éléments plastiques, et troisième, la pratique de la fertilisation, dans laquelle on a déjà vu les lois de fertilisation, telles que la restitution, la loi de minimum, les lois des accroissements moins que proportionnels. Et nous avons terminé par les facteurs de raisonnement de la fertilisation, tels que la dynamique des éléments nutritifs, et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, donc, on va entamer les produits fertilisants. Donc ça veut dire quels sont les éléments ou bien les produits qui vont contenir ces éléments nutritifs qu'on a vus ensemble. Alors premièrement, il y a ce qu'on appelle un groupe, ce qu'on appelle un amendement. L'amendement, le verbe amender, ça veut dire répartir tout simplement. L'amendement est l'apport d'un produit destiné à améliorer la qualité des sols en termes de structure et d'acidité par exemple. Lorsqu'on va apporter ces amendements, l'objectif, c'est améliorer les propriétés physico-chimiques du sol. Alors, dans ce cas, on distingue les amendements à base du calcaire et du magnésium et les amendements organiques. Donc, ce sont deux apports qui sont effectués au sol dans l'objectif de maintenir la fertilité du sol comme il faut. Alors, essayons de voir des exemples. Donc, l'amendement de calcaire et magnésium, c'est quoi au juste? Tout simplement, ce sont constitués par l'oxyde de carbonate de calcium ou de magnésium. Quel est le rôle, par exemple, de ces éléments-là? Donc, ils jouent un rôle physique, chimique et biologique. Donc, pourquoi on apporte, par exemple, du calcaire ou bien du magnésium au sol? Pour améliorer les propriétés physico-chimiques du sol, telles que, voilà, le rôle physique. Ils rendent la structure du sol plus meuble. Meuble, ça veut dire très bon travaillé, très bon pour le travail des sols. Et plus stable. Donc, par exemple, un sol argileux qui n'est pas stable, lorsqu'on va apporter, par exemple, ces éléments-là, il devient stable. Celle-ci favorise la perméabilité à l'eau et à l'air et facilite le travail du sol et la pénétration des racines. Donc, bien sûr, si nous avons une mauvaise structure au niveau d'un sol, par exemple, un sol argileux, donc en mélangeant, par exemple, l'argile de mauvaise, par exemple, structure, va améliorer sa structure par l'apport de ces éléments-là. Un autre exemple, ou bien notre rôle, le rôle chimique, c'est-à-dire il régularise le pH des sols et favorise les échanges des ions. C'est-à-dire, lorsque on apporte des éléments, par exemple Ca+, donc il y a des échanges qui vont se passer au niveau du sol et qui vont améliorer le pH du sol. Troisième rôle, c'est le rôle biologique. Il crée des conditions préférentielles aux micro-organismes du sol, la mobilité des bases échangeables, le pH neutre ou légèrement acide, bonne aération, humidité moyenne et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que ces éléments vont donner des conditions favorables pour le développement, par exemple, des micro-organismes des sols qui sont responsables, par exemple, dans la transformation de la matière organique. Alors ici, un exemple des quelques illustrations des carrières dans lesquelles on va trouver par exemple le calcaire. Donc, ce sont des choses qui se trouvent comme des gisements, ma'adin, calcaire ou bien le magnésium, ainsi de suite. Les amendements organiques. Donc, les amendements calcaires, nous avons dit que l'objectif, c'est améliorer les propriétés physico-chimiques des sols. Les amendements organiques, c'est quoi au juste?
Bon, on peut résumer ça. Il y a 3 façons d'apporter des matières organiques dans le sol. Alors, ces 3 façons, ou bien ces 3 procédures, constituent 3 stades de décomposition de la matière organique. Premier stade, c'est-à-dire la première consiste à apporter des matières organiques fraîches, les débris végétaux et les déjections animales. Par exemple, هنا الغبار الروث ديال الحيوان. Donc, on apporte ces éléments-là. Lorsqu'on le mélange avec le sol, il va améliorer ses propriétés physico-chimiques des sols. Ça, ce qu'on appelle, c'est le premier stade. Voyons un exemple de l'effet de ces éléments-là. Vous voyez que dans ce tableau, nous avons du fumier, des bovins, l'abqar, les moutons, le cheval, les volailles. Alors, constatez que ces éléments, ils sont riches en azote, en phosphore, en potassium. Donc, il apporte ces éléments, bien sûr, mais d'une façon directe, le fumier, il va améliorer, par exemple, la structure du sol, mais d'une façon indirecte, il va libérer ces éléments-là qui seront, bien sûr, consommés par la plante. La seconde phase, il consiste à apporter des composts. Les composts, c'est tout simplement les déchets, des feuilles, des débris végétaux, animaux, qui sont décomposés en matière organique. C'est ce qu'on appelle le compost. C'est-à-dire des matières organiques ayant subi un début de décomposition par activité des micro-organismes. Ça veut dire que cette matière organique, ces déchets dans le sol, ils vont subir une action des micro-organismes pour se transformer en compost. Et la troisième façon consiste à apporter de l'humus, c'est-à-dire des matières organiques dont le stade de décomposition est suffisamment avancé. Donc ça veut dire que c'est le stade en quelque sorte, c'est le stade plus ou moins final, le stade où la matière organique va se trouver dans une forme stable, ce qu'on appelle l'humus, double. Bien, alors pourquoi on apporte cette matière organique? Alors l'incorporation de la matière organique, son rôle est prolifération bactérienne. Lorsqu'on apporte la matière organique, il favorise le développement, la multiplication, l'augmentation des bactéries qui sont nécessaires à la transformation de la matière organique. Par exemple, de l'azote organique à l'azote minéral. Une augmentation des sécrétions des racines dont le développement est stimulé. Une augmentation notablement de quantité de complexes argilo-humiques. Donc, lorsqu'on ajoute, par exemple, de la matière organique au sol qui est argileux, donc ce sol constitue un complexe argilo-humique plus riche, que ce soit sur le pouvoir absorbant, il absorbe beaucoup de l'eau, et en même temps, il va retenir les cations, les éléments nutritifs. Donc, ce sont des facteurs qui, tôt ou tard, rendent la structure du sol grémileuse. Donc, une structure qui est favorable pour un travail du sol, favorable pour le développement des racines. Donc, par exemple, si nous avons un sol de mauvaise qualité, en quelque sorte, on lui apporte, par exemple, du fumier. J'ai un exemple très simple. Par exemple, dans les sols sableux, là où on faisait, par exemple, des fraises, des myrtilles, etc., c'est en quelque sorte des agriculteurs, ils apportent au début, avant l'installation de la culture, ils apportent le fumier pour améliorer les propriétés physico-chimiques du sol. Par exemple, lorsqu'on mélange la matière organique avec le sable, donc le sol va augmenter sa capacité d'absorption de l'eau. Donc là, les deux parties qu'on a vues ensemble, c'est un amendement. Ça concerne principalement, d'une façon directe, le sol. Mais il y a d'une façon indirecte, ça concerne les plantes. Maintenant, la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle les engrais. Comme définition, un engrais est une substance contenant une certaine proportion d'éléments fertilisants qui est destinée à nourrir la plante cultivée. Donc, si les amendements qui sont apportés ont pour objectif d'améliorer les propriétés physico-chimiques des sols, alors les engrais, dans ce cas, ils sont apportés comme un repas, comme une alimentation pour la plante. Alors, c'est quoi un engrais?
pour connaître un engrais, bien sûr, il faut connaître ses caractéristiques. Alors, quelles sont ces caractéristiques? Premièrement, il faut aussi savoir que les engrais, il y a des engrais qui sont simples. Qu'est-ce que ça veut dire un engrais simple? C'est un engrais contenant un seul élément, soit azoté, phosphate ou bien potassique. Ici, par exemple, là, vous avez un engrais, asmida ou hadia, sulfate d'ammoniac. Par exemple, il contient de l'azote. Donc, lorsque l'engrais contient un seul élément, on dit que c'est un engrais simple. Et il y a des engrais composés. C'est un engrais qui contient plus d'un élément fertilisant. Alors, dans ce cas, voilà l'exemple ici, vous avez 3 éléments, N, P et K. Ça, c'est très intéressant. La lecture d'une étiquette, le chiffre numéro 1, c'est toujours l'azote, le deuxième, c'est le phosphore, le troisième, c'est le potassium. Donc ici, nous avons un engrais composé de 3 éléments, c'est pourquoi on dit qu'il est ternaire. S'il est constitué de 2 éléments, on dit qu'il est binaire. Donc, je résume, les engrais, il y a des engrais simples, un seul élément fertilisant, et des engrais composés, plus d'un élément fertilisant. Exemple des engrais qui sont commercialisés par exemple. Là, vous avez le type d'engrais, là, la formule chimique, là, la teneur en éléments. Par exemple, l'ammonitrate, il contient 33,5%. Tout ça, ce sont des engrais simples. Un autre exemple, l'urée, 46, sulfate d'ammoniac, 21, l'azote. Un exemple, par exemple, pour les phosphores, super simple, ou bien c'est ce qu'on appelle TSP, donc 45, 18. La troisième catégorie, par exemple, les engrais qui contiennent uniquement du potassium, c'est sulfate de potasse ou bien chlorure de potasse, là vous avez des valeurs. Donc vous voyez que ce sont des engrais simples qui contiennent uniquement un seul élément fertilisant. Exemple des engrais composés, voilà. Le MAP, monoammonium phosphate, donc 11 azote, 55 phosphore, 2 éléments. Le deuxième, 18 l'azote, 46, le DAP, 18, 46, donc 18, c'est le pourcentage de l'azote, et ainsi de suite. Donc vous voyez que là, il y a beaucoup d'engrais qui sont composés, et l'essentiel, c'est de savoir la quantité d'éléments fertilisants qui se trouvent dans chaque engrais. Donc, il faut distinguer, bien sûr, entre les engrais simples et les engrais composés. Maintenant, il faut connaître la quantité d'éléments fertilisants qui se trouvent dans chaque engrais. Alors, comment? Voilà, un engrais possède une certaine teneur en éléments fertilisants. On définit par la suite la concentration de l'engrais qui représente le pourcentage en masse d'éléments fertilisants de l'engrais. Pour un engrais composé, il correspond à la somme des teneurs de chacun de ces éléments. Et aussi l'équilibre des différents éléments dans un engrais composé déterminé en général à partir de l'azote. Alors, je m'explique. Voilà par exemple l'étiquette d'un engrais. Donc, il y a des informations. Parmi ces informations, il y a le nom commercial. Et aussi, il faut connaître l'élément fertilisant. Ici, par exemple, c'est l'ammonitrate. Voyez? Donc, il faut bien sûr être capable d'identifier ou bien de lire correctement et comprendre les éléments. Pourquoi? Parce que c'est un produit chimique qu'on va utiliser. Donc, il faut avoir des renseignements beaucoup plus précis sur cet élément. Donc, le dosage, c'est le plus important. La quantité, comment doit-on déterminer cette quantité? On va donner un exemple. Voilà un engrais composé 14, 28, 14. Alors, comme nous l'avons déjà dit, ça c'est 14, c'est l'azote, le phosphore, le potassium. Qu'est-ce que veut dire ces éléments-là? Alors, l'ordre NPK est toujours respecté. Cette formule signifie que l'engrais contient, c'est-à-dire 14 kg aux unités fertilisantes d'azote, 28 kg aux unités fertilisantes de P2 phosphore,
14 kg unité fertilisante de potassium pour 100 kg d'engrais. Donc, vous voyez, ça veut dire dans 100 kg d'engrais, il y a 14 kg azote, 28 phosphore, 14 potassium. Donc là, bien sûr, on peut faire des transformations si nous avons, par exemple, 50 kg ou bien 200 kg et ainsi de suite. Alors, N, le phosphore et le potassium étant les formes conventionnelles consacrées par l'usage. Alors, l'équilibre, nous avons dit, c'est la concentration de cet engrais est de 56%, c'est-à-dire la concentration, c'est 56, 14 plus 28 plus 14, et l'équilibre, c'est 1, 2, 1. Donc, c'est-à-dire, comme référence, c'est l'azote 1, fois 2, 2, 1. Donc, 1, 2, 1. C'est toujours par rapport, la référence, c'est de l'azote. Alors, on va donner un petit exercice d'application. Ici, vous constatez les différents types des engrais. Ici, la teneur en éléments. Alors, si on veut, par exemple, calculer la quantité de potassium pour l'engrais, pour le potassium, c'est-à-dire ça. Alors, la quantité, c'est la dose fois 60%, parce que là, le potassium, c'est la quantité utilisée par hectare, c'est 1,5. Donc, 1,5 fois 60%, 90 kg. Pour le phosphore, c'est toujours la même formule. Donc, 2, ça fait 200 kg, fois le pourcentage, 46%, donc 92 kg. Pour l'azote, vous constatez que l'azote se trouve ici et ici. Alors, pour l'ammonitrate, 100 kg la dose, fois 33,5%, c'est 33,5 kg. Deuxième cas, donc, il se trouve dans le DAP, donc 200, bien sûr, fois 18%, ça donne 36. Donc, le total de l'azote, c'est 33,5 plus 36, 69,5 kg. Donc, ça veut dire que dans ces quantités qui sont utilisées par hectare, il faut donner 90 kg de potassium, 92 kg de phosphore et 69 kg de l'azote. On continue. Donc, ce qu'il faut connaître aussi, la forme chimique d'éléments. La forme chimique de l'élément fertilisant dans l'engrais influe sur sa dynamique dans le sol et par conséquent sur son utilisation par la plante. Exemple, l'azote peut être utilisé forme organique, forme nitrique, ammoniacale ou ammoniaco-nitrique. Par contre, la forme nitrique doit être utilisée immédiatement par la plante pour éviter son lessivage. Les formes ammoniacales et organiques seront transformées plus ou moins rapidement par l'activité biologique des sols. Donc ça dépend de la forme. Par exemple, si nous avons la forme nitrique pour l'azote, il est facilement lessivé par NO3-. Ça veut dire qu'il est facilement perdu par le sol. La forme de l'élément fertilisant dans l'engrais influe sur sa dynamique dans le sol et par conséquent sur son utilisation par la plante. Le phosphore, par exemple, peut être sous forme plus ou moins soluble selon les réactions qu'il a subies lors de la fabrication de l'engrais. Le potassium est toujours sous forme de sel associé soit au chlore ou bien sous forme K2SO4. Voilà un tableau qui va récapituler les éléments. Vous voyez, ce sont les formes absorbées. Donc, c'est l'azote NO3- NH4+, le potassium, par exemple, K+. Donc, vous voyez, toujours ils sont chargés, soit négativement ou bien positivement. Alors, critères de choix d'un engrais. Comment choisir un engrais? Pour choisir les engrais adaptés à sa culture, l'agriculteur doit prendre en compte, premièrement, la valeur fertilisante de l'engrais et son adaptation aux besoins de la plante, les conditions d'apport exigées
la dose et fréquence des apports, répartition au cours du cycle de culture, matériel d'épandage utilisé, ainsi de suite. Donc un ensemble d'éléments qu'il doit prendre en considération. Le coût des engrais, la même quantité d'éléments peut être apportée avec des engrais simples et des engrais composés. En général, les engrais simples sont moins coûteux, mais les frais sont plus élevés. Donc là, un certain nombre d'éléments, tels que le coût, c'est un élément important pour le choix, par exemple, du fertilisant. Le raisonnement de la fertilisation. Intérêt de le raisonnement de la fertilisation. La nutrition minérale des plantes cultivées est assurée correctement lorsque les éléments minéraux nécessaires sont présents dans le sol en quantité et en proportion satisfaisante. Alors, dans ce cas, c'est-à-dire qu'il faut donner d'une façon rationnelle. L'insuffisance d'un élément limite l'efficacité des autres, d'où la nécessité de bien raisonner l'apport des éléments fertilisants. Donc, il faut y avoir un équilibre entre ces deux éléments qui sont apportés, c'est-à-dire soit principalement les éléments majeurs. La fertilisation doit satisfaire les besoins nutritionnels des cultures en complétant parfois, en créant en partie l'offre alimentaire du sol dans des conditions économiques rentables, en tenant compte des objectifs de rendement et des qualités des différentes cultures. La quantité d'éléments fertilisants est en fonction des objectifs. Par exemple, si on veut produire par exemple du blé à 30 quintaux, ce n'est pas de la même manière qu'on va produire du blé à 60 quintaux. De la disponibilité des éléments dans le sol, est-ce que le sol contient déjà des éléments nutritifs? C'est ça la différence entre les types de sols. Des soucis de conserver le potentiel de production et de préserver l'environnement. Là aussi, il ne faut pas exagérer, par exemple, dans l'utilisation de certains éléments, tels que, par exemple, l'azote, le nitrate. Le nitrate, si on utilise un excès d'azote, donc l'excès va être dissipé dans la nappe phréatique, donc il y a pollution de l'eau par le nitrate. La fumure minérale, on pratique la fumure. La fertilisation appelée le plus souvent la fumure minérale est réalisée de la façon suivante. Il y a ce qu'on appelle la fumure de redressement. Elle n'est envisagée que si la richesse des sols est trop faible. Celle-ci est pratiquée pour le phosphore et le potassium qui peuvent être mis en réserve dans le sol. Donc, le phosphore et le potassium peuvent être mis en réserve dans le sol. À partir de l'analyse des sols, on apprécie la richesse des sols et en fonction de sa capacité d'échange, on calcule la quantité de K de O ou de P de O souhaitable à apporter en fumure de redressement. Et cette quantité est une réserve et ne doit pas être utilisée par la culture. Donc, deuxième catégorie, ce qu'on appelle le fumure d'entretien. Il a pour but de satisfaire les besoins de la culture et se calcule à partir des exportations de la plante. Bien sûr, pour déterminer la quantité, les besoins de la plante, il faut calculer les quantités qui sont exportées. Les exportations de la plante correspondent au prélèvement de celle-ci en éléments minéraux auxquels on soustrait des restitutions éventuelles des résidus de récolte, chaume, etc. Donc on utilise bien sûr la quantité consommée par la récolte, plus ce qui reste dans le sol. Pour le cas du blé, on doit tenir compte de la chaume, et de la paille. Bon, donc merci pour votre attention.